Bonjour Gérard Pont. Bonjour. Quelle aventure. Vous êtes le patron des Francopholies de La Rochelle. Et puis vous publiez un livre, on va en parler, qui s'appelle Elixir. L'histoire du premier grand festival français avec d'autres fous. Vous avez monté ça. Là, c'est Johnny, évidemment, cette semaine, qui nous a vraiment bouleversés en nous quittant. Quel souvenir ce concert, il y a quelques années encore, au Franco? D'abord, Johnny, c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie. J'achetais Salut les copains, donc de Salut les copains en passant par Jésus-Christ est un hippie. Enfin, nous avons tous suivi Johnny Hallyday. Alors c'est vrai que quand vous êtes organisateur de concert et que vous organisez un concert de Johnny Hallyday, c'est le top. Vous organisez les Rolling Stones français. Enfin, voilà. Et Comme un chef d'État. Comme un chef d'État. Les motards qui l'accompagnaient jusqu'à la scène. Ce qui est très étonnant, c'est que quand vous faites Johnny Hallyday, toute la ville est intéressé par la chose. Où dort-il? Est-il arrivé? Quand est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il va vraiment venir? La préfecture a souhaité qu'il y ait une escorte de motards qui n'était absolument pas nécessaire pour venir entre l'aéroport et la Seine. Mais voilà, ça fait partie du... Tout le monde, il y a une fébrilité. Tout le monde frétille quand Johnny vient. Et en même temps, on sent que c'est du plaisir, de l'émotion, du bonheur. Voilà. Et bon, alors ça, c'est, je dirais, l'entourage qui arrive. Et puis après, évidemment, il y a énormément de personnalités qui veulent venir voir le concert. Et après, ce qui est vraiment étonnant, c'est de pouvoir côtoyer. Moi, je pense qu'en plus, cette partie-là, quand c'était en 2015, c'était le moment où il a été probablement le meilleur chanteur, parce que sa voix était très grave. Incroyable. Il avait dit que c'était un des meilleurs concerts de la tournée, qui s'appelait Rester vivant. Voilà. Il avait tout épuré, c'est-à-dire qu'il avait abandonné ses cheveux peroxydés, ses tenues de Mad Max. Il avait un excellent groupe. Il n'y avait pas de doublure. C'était juste parfait. C'était les racines du rock, du blues. Donc, un excellent concert, une voix incroyable. Et en plus, un concert qui a duré, quoi. Il s'est pas moqué de... Voilà. On aimerait le voir d'ailleurs en DVD, en vidéo, ce concert. Évidemment, il a été filmé par Morgane Productions. Et ce qui était vraiment touchant, c'était ensuite de le voir dans les coulisses, quoi. C'est-à-dire que à la fois... assis sur sa chaise, il n'était pas indifférent aux autres, mais néanmoins dans sa bulle, et tout ça bougeait autour de lui, mais lui, on avait l'impression qu'il était là, immobile. Et quand il monte sur scène, c'est comme on dit Serge Lama, la chanteuse à 20 ans, il rajeunit de 40 ans, et c'est un gamin. À la fin du concert, toutes les personnalités, il y avait Jean-Pierre Raffarin, il y avait Ségolène Royal, il y avait Guillaume Canet, toutes ces personnalités-là voulaient absolument toucher, saluer, montrer leur présence à Johnny Hallyday, qui lui, voilà, était un petit peu indifférent à tous ses compliments, et tout d'un coup, il a vu la fille avec qui je travaille, qui a un léger handicap de la hanche, et donc avait une béquille à ce moment-là, et voilà, il a eu une connexion avec cette fille anonyme, et ils se sont parlé, et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement généreux de sa part, extrêmement tendre, d'avoir cette communion avec cette personne-là, avec qui il partageait les mêmes difficultés, et finalement d'être très peu intéressé par tout son statut de diva. Et ça, j'ai trouvé, pour moi, c'est probablement un des moments les plus émouvants que j'ai connus avec Johnny Hallyday. Extraordinaire. Regardez, Johnny Hallyday, aux Francopholies, c'était des moments dingues, on va dire, Gérard. Ouais. Bon, en tout cas, c'est collectif, c'est communicatif, c'est toute génération. Je veux dire, c'est les branchés, c'est le populaire, c'est les fans. Tout ça se mélange. Il y a des fans de dingue qui ont campé devant Saint-Jean d'Acre pour être au premier rang. Et tout ça se mélange, les politiques, ça va du gars de la SNCF au ministre. Tout le monde est là. Il y a une communion avec Johnny qui est unique, qui est exceptionnelle. Regardez, 2015. Restez vivant. Il restera toujours vivant, hein, Gérard. Bon, en tout cas, Johnny, oui. Jean-Philippe Smet nous a quittés, mais Johnny, je crois qu'il a encore une très très longue vie. Il reste, je pense, beaucoup de choses à publier et à faire connaître. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup. Et puis, je suis persuadé qu'il y a des chansons inédites qu'on va découvrir au fur et à mesure des années qui vont... Alors, un petit mot, les Franco 2018... Ça s'annonce très chaud, hein, Gérard. Hein. Oui, mais je pense qu'on rendra hommage à Johnny. Je ne sais pas comment, je disais ce matin à la fille avec qui je travaille là-dessus, il faut qu'on trouve une manière originale de lui rendre hommage. Je ne sais pas encore comment on va le faire, mais en tout cas, c'est très curieux par contre, c'est voilà, avant on attendait toujours la possibilité de faire Johnny, on n'attendra plus ça. Ça c'est un truc très bizarre, on va commencer à vivre sans Johnny, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Oui, ce qui va être les Franco,
Ça va être la fête continue. Ah oui, hein. oui. Vous annoncez d'ailleurs une affiche géniale. Hein. Oui, c'est à la fois une affiche avec des stars, des découvertes, des créations. Mais c'est vrai qu'on va avoir NTM, on va avoir Calogero, on va avoir MC Solar, on va avoir Véronique Sanson, on va avoir énormément Orelsan, Jane, NTM. Enfin, on va avoir une belle affiche. Vous êtes un peu barjot, hein, Gérard. Regardez ça. Elixir. Écrit avec Olivier Pollard, l'histoire du premier grand festival français. Parce qu'Elixir, c'était quand même une bande d'allumés. Hein, vous étiez des Bretons, vous étiez libraire, et puis d'un coup vous êtes dit on va organiser des méga concerts dans la campagne, au milieu des agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu des tentatives après Woodstock et Eldowey dans le sud de la France, de festivals, mais qui avaient tous échoué parce que les gens à ce moment-là voulaient la musique gratuitement. Donc ils cassaient les barrières, et comme il n'y avait pas eu de vente de billets avant, eh bien les artistes n'étant pas payés ne se produisaient pas. Donc il y a eu des tentatives, mais il n'y avait jamais eu de festival avant comme le nôtre. Et nous, on était au bout de la Bretagne, et là-bas, il n'y avait pas de voie express, il n'y avait pas de TGV, donc les artistes, on ne les voyait pas. Et on s'est dit, mais pourquoi nous, on n'a pas le droit de voir Leonard Cohen, les Clash, les Cure, les Dépêche Mode? Pourquoi on n'a pas le droit? Et donc on s'est dit, on va les faire venir. Mais non, mais il fallait être complètement allumé, parce que c'est pas possible de les amener dans un endroit pareil. C'est vrai, ça a commencé avec, on n'a pas eu tout de suite les mégastars, mais en tout cas, on collait à une époque, 10 ans après Woodstock, on collait à une époque où la jeunesse avait envie qu'on s'occupe d'elle. C'est-à-dire qu'on était encore dans un monde d'adultes, et d'ailleurs on a eu beaucoup de difficultés à faire comprendre à ce monde d'adultes que la jeunesse allait prendre le pouvoir, mais la jeunesse, il n'y avait rien pour elle, il n'y avait rien. Et elle avait envie de s'émanciper, de faire du camping garçons et filles, de faire la fête, d'écouter de la musique. Et ça, nous, on a proposé sans faire exprès, par intuition, par instinct, on a proposé quelque chose que le public et la jeunesse attendaient. Regardez, un extrait d'un documentaire, La Grande Aventure Elixir, Gérard Pont. 1979, la France va connaître un bouleversement culturel majeur. La naissance de son premier festival de rock. Le pari fou d'une bande de potes qui se lança un jour le défi de réunir chez eux les plus grandes stars du rock, là-bas, au bout de la Bretagne. Gérard Pont, libraire à Rennes, organisateur d'Elixir. René Traguer, professeur de physique, organisateur d'Elixir. Pierre Villon, quelques essais en agriculture. Je suis parti dans la culture rock actuellement. On était des branleurs, on avait 20 ans, les cheveux chocolat et plein d'énergie. Le truc s'est fait comme ça. Je crois pas qu'on ait pris la mesure, quand on était dedans, de ce que ça représentait socialement, et on voulait juste faire quelque chose qui nous plaise. J'ai tout dit oui sans savoir à quoi je m'engageais, et je savais surtout pas que ça allait changer ma vie et l'écrire même. Tiens, voilà, ça c'est vous. Hein. Oui. On vous a presque reconnu là, hein, Gérard, il y a quelques instants. C'était il y a 40 hein. ans, hein. C'était il y a 40 ans. Ouais, donc, ouais. Une bande complètement, voilà. J'étais avec deux fils d'agriculteurs qui avaient un champ. Et donc, on avait un champ, on avait un hangar. L'hangar, on l'a transformé en scène. Et puis voilà, il y avait la générosité des agriculteurs. Chacun a apporté une citerne d'eau, un a prêté un champ pour un camping. Voilà, c'était fait de briques et de broc, mais ça fonctionnait. C'est incroyable. Hein. Seul le maire était très, très inquiet. Les agriculteurs, vous avez peur qu'on abîme les champs. Hein. Oui, mais le maire avait demandé un camping pour garçons et un camping pour filles. Donc, c'est vous dire qu'on a quand même bien évolué depuis cette époque. Alors, il vous arrive des trucs incroyables, parce que quand même faire venir des stars comme ça. D'abord, America, qui était le premier grand groupe que vous avez réussi à avoir. Mais alors, en fait, il faut se dire qu'à cette époque-là, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, il n'y avait pas de festival d'été. Donc, il n'y avait pas de tournée d'été, il n'y avait pas d'artistes l'été. Ils étaient en vacances. Et si on voulait faire venir des artistes, il fallait aller chez eux les convaincre. Et surtout, les faire venir uniquement pour notre festival. Donc, America, ils ont fait Los Angeles, Plomodierne. Oui, Plomodierne, c'est un petit bourg dans le Finistère. Oui, il fallait leur donner quoi, une Mercedes, des limousines des bonnes bouteilles de vin. Oui. Ils étaient exigeants parce que America, c'était des superstars aux États-Unis, des superstars. Ils sont encore très connus, mais à l'époque, c'était l'équivalent de Crosby, Stills, Nash & Young. C'était des grandes stars de la West Coast. Et donc, ils étaient très étonnés d'ailleurs qu'on les fasse venir à Plomodierne. Mais bon, voilà, ça a été formidable. Et pour tous les Bretons, la jeunesse, avoir America, c'est l'équivalent aujourd'hui de grandes stars qu'on peut retrouver dans les festivals. Et puis, Country Joe McDonald qui avait triomphé à Woodstock, vous allez le chercher avec votre pote bagnole, vous tombez en panne. Oui, c'est-à-dire que voilà, le lendemain du concert, je devais aller le chercher à 7h du matin pour qu'il prenne l'avion à Brest-Guipava, et il dormait à Quimper. Et donc, il y a une voie express entre Brest et Quimper, et à Châtelain, je suis tombé en panne d'essence, et là, c'était quand même la panique, parce que j'étais avec Country Joe McDonald, qui donnait un concert le soir même en Allemagne. Et il était là avec sa guitare et son trombone.
il était dépité de voir... Et donc j'ai fait du stop, on a arrêté une voiture. Une jeune femme s'est arrêtée, je l'ai mis dans cette voiture. Manifestement, il a dû arriver à l'aéroport parce que ou alors il est installé en Bretagne. On cherche encore là. Oui, il cherche encore. Mais on n'était pas c'était pas notre métier. Hein. On était étudiants. Et puis il y a pas eu. Aujourd'hui, je suis ravi. Il y a des écoles pour devenir manager, pour devenir producteur. Quand on faisait ça, ma mère, elle me dit toujours, j'espère que tu vas pas finir en prison. C'était son inquiétude. Alors qu'aujourd'hui, quand les enfants font ces métiers-là, les parents sont contents parce qu'il y a du travail. Ce qui est incroyable, on va revoir des extraits donc de ce doc. Vous étiez une bande de fêlés. Hein. Oui, mais c'était une époque qui a changé, évidemment, et pour laquelle j'ai pas de nostalgie, mais où l'argent n'était pas du tout un moteur. En fait, ce qui nous passionnait, c'était de faire venir les stars qu'on avait envie de voir, c'était de partager ça en public. Il y avait de la mégalomanie, hein, faut pas, on était branleurs, mais c'était un sacré statut quand même. Quand on allait dans les bistrots de la ville pendant l'hiver, on était les vedettes. Hein, c'était nous qui faisions venir les stars. Donc il y avait oui, la reconnaissance était plus importante que l'argent. D'ailleurs, je n'ai jamais gagné d'argent avec ça, je l'ai perdu beaucoup, mais jamais gagné. Mais par contre, ça a été des rencontres formidables. Et puis finalement, ça a été une excellente école. C'est pas un hasard si aujourd'hui je m'occupe de festivals. Donc c'était une très bonne école. Mais c'est vrai que ça a été des moments oui, enfin, je me souviens de Fela, par exemple, qui lui, ne montait sur scène que s'il y avait le rituel de tuer une poule noire. Chez nous, il n'y avait que des poules blanches. On a pris une bombe de peinture, on a peint la poule en noir. Il y a eu le sacrifice de la poule, et il a joué 3 heures, ça a été formidable. Mais ça, c'est voilà, des anecdotes que l'époque, je me souviens, Fela, le lendemain matin, on a retrouvé 2 musiciens qu'il avait oubliés sur la plage du festival. Alors, en plus, évidemment, ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais. On ne savait pas du tout où on les a mis dans un train pour Paris. Je ne sais pas où ils sont non plus. Mais voilà, c'était une période extrêmement bordélique, mais extrêmement sympathique. Incroyable. C'est raconté cette aventure-là dans Elixir, l'histoire du premier grand festival français, le jour où les Clash sont venus chez nous. Justement, les Clash, quand même. Moi, j'étais un grand fan des Clash et de Leonard Cohen, donc je voulais absolument que ces deux-là viennent. On a fait venir Leonard Cohen. Alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, les artistes veulent tous... C'est très compliqué. Ils choisissent avec qui ils vont passer, l'heure à laquelle ils vont passer. Non, moi, je ne veux pas jouer avec machin, je ne veux pas jouer à telle heure. Léonard Cohen, il a joué à 15h, c'était quand même juste Léonard Cohen, et il n'a embêté personne, ça a été un concert formidable. Et les Clash étaient exceptionnels parce que, voilà, c'était pour moi, je suis de la classe ouvrière, donc pour moi, c'était les héros de la classe ouvrière, c'était le punk, c'était ceux qui comment dire, prenaient le pouvoir, et il y avait quand même une énergie de dingue. Et c'est vrai, alors les Clash, ils ont fait Londres-Guéhéno, Guéhéno, c'est dans le Morbihan, voilà, c'est des souvenirs exceptionnels. Ouais, le sentiment, mais peut-être pas à l'époque, d'écrire une page dans l'histoire du rock. Mais pas du tout. Pas du tout. Oui. C'est juste aujourd'hui, je m'aperçois, pourquoi j'ai fait ce documentaire et ce livre, c'est que je m'aperçois que les garçons et les filles qui ont entre 15 et 25 ans, ils vont dans les festivals comme on va au supermarché. Et c'est normal, c'est formidable. Et ils aiment bien être ensemble. Ils oublient qu'il y a eu des pionniers. C'est-à-dire qu'il a fallu convaincre. Le festival, il y a eu 10 éditions. Chaque fois, on a dû convaincre 10 maires différents. Et pourtant, il ne s'est rien passé de grave, et rien. Il a fallu tout inventer. Il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de toilettes mobiles. C'est une sorte de contre-culture, finalement. En tout cas, c'était la nôtre. Elle était contre la culture des adultes. On était des jeunes, on faisait peur. Et c'est vrai qu'avec le recul, nous avions 20, 25 ans. Est-ce que moi, j'aurais été capable, en tant que maire d'un village, d'un bourg, de faire confiance à 3 gamins chevelus qui vous disent qu'ils vont en faire venir 25 000 personnes dans votre bled? Je suis pas sûr. Voilà, nous, on les comprenait pas. On comprenait pas pourquoi ils nous suivaient pas. Mais peut-être qu'à leur place, j'aurais été comme eux. Allez, ça sent la sueur, ça sent le rock, c'est magnifique. Hein. Cet album, il y a des photos géniales qui rappellent tout ça et qui va rappeler ce souvenir pour ceux qui avaient la chance d'y être et puis d'autres souvenirs pour ceux qui auraient rêvé d'y être. Hein. Absolument. C'est ça le rock. C'est quoi le rock finalement pour vous, Gérard ? Le rock, pour moi, c'est de l'énergie, c'est c'est être ensemble et se lâcher. Voilà, Mais c'est aussi, c'est aussi des choses qu'on peut reprendre. Moi, j'aime bien l'idée, justement, les Clash, c'était du rock pur et dur, mais en même temps, on est tous capables de chanter London Calling, quoi. Il y a ce côté, quand même, le rock, c'est aussi des artistes, c'est pas juste... ce qui n'était pas tout à fait le cas du punk. Mais le punk, ça ne me plaisait pas musicalement, mais ça me plaisait socialement. J'aimais bien cette idée de les prolos qui montent sur scène en disant il n'y a pas que les bourgeois qui savent jouer, nous on ne sait pas jouer, mais on s'en fout, on prend la scène. Et ça, je trouve que c'est assez comment dire, représentatif de ma vie en disant voilà, moi aussi, je veux pouvoir tutoyer Johnny Hallyday, et ben je vais tutoyer Johnny Hallyday. Allez, Elixir.
Voilà, c'est vraiment un super bouquin chez Cop Braze. Cobray, c'est un petit éditeur breton, petit en tout cas, grand éditeur breton, chez qui je voulais absolument être édité parce qu'effectivement je suis breton et voilà, je trouvais que c'était important d'être fidèle à ses racines. Merci beaucoup Gérard. C'est Merci moi. Gérard pour d'avoir été notre invité.